Salam alaikum Mazoul Fillaoun, bonjour. L'imaginable s'est produit. La victoire de M. Beji Caïd Sebsi, annoncée comme ne faisant aucun doute possible, dès le premier tour, par quasiment tous les observateurs et les initiés de la scène politique tunisienne, n'a pas eu lieu finalement. Loin s'en faut. Il y aura un deuxième tour. Et bien plus que cela, celui que beaucoup donnaient presque pour un tocard, le président sortant, M. Mansour Marzouki, a non seulement obtenu un score remarquable qui frôle celui de son rival, mais en plus et surtout, il vient de démontrer qu'il est très populaire dans son pays, que ses racines politiques vont très loin, particulièrement dans la Tunisie profonde. Il s'affirme désormais comme un politicien d'envergure, dont la voie et le destin semblent déjà tout tracés, qui seront ceux de grands leaders des peuples du Sud, pourquoi pas à l'instar d'un Gandhi ou d'un Mandela. Sacrée Tunisie, qui n'en finit pas de nous étonner, de nous faire rêver, voire même de nous interpeller. D'aucuns, journaleux, pseudo-observateurs, autoproclamés bien sûr, progressistes autoproclamés, toujours, Cassandre de tout poil, aboyeurs de service, oiseaux de malheur et autres voix de leur maître, depuis des années maintenant, depuis qu'ils sont revenus de leur première mauvaise surprise, celle du vent de jasmin qui a soufflé sur la Tunisie tout entière, n'ont eu de cesse de pontifier sur les printemps des peuples, jusqu'à finir par les qualifier avec un bel ensemble de loups qui hurlent à la lune, d'hiver des peuples. Ces voix qui sévissent partout où l'argent a mis le grappin sur les médias et dans tous les réseaux sociaux qu'ils infestent sont à la solde de ceux-là même qui ont déclenché des contre-révolutions partout où les peuples se sont dressés contre leurs despotes respectifs. En Libye, en Syrie, en Égypte, à Bahreïn. Ces forces réactionnaires n'ont pas vu venir le printemps tunisien. Il les a pris de court et ils n'ont pas eu ni le temps ni les possibilités de le dévoyer, de le transformer en bain de sang comme ils l'ont fait ailleurs de la façon terrifiante que nous savons. Ils n'ont pu briser l'élan démocratique tunisien pour des raisons multiples et diverses, mais surtout parce que d'abord, celle-ci les a vraiment pris de vitesse, et qu'ensuite, et surtout, parce que le peuple tunisien, malgré la terrifiante nuisance du régime policier qui a dévasté les valeurs citoyennes de cette nation antique, n'a pas pu éradiquer totalement cet admirable être social, profondément civique, foncièrement pacifique qu'est le citoyen tunisien. Toutes les tentatives réactionnaires, et elles ont été aussi innombrables que pernicieuses, y compris de la part de leurs puissants voisins de l'Ouest, n'ont pu dévier le cours de cette belle révolution populaire. Et, pour couronner cette belle aventure humaine, voilà qu'après l'avènement d'une constitution pour le pays, dans une transparence et une démocratie jamais observées dans nos pays, puis après des élections législatives tout aussi honnêtes et transparentes, voilà que les élections présidentielles, qui viennent de se dérouler dans un climat tout aussi exceptionnel, doivent se poursuivre maintenant dans un deuxième tour entre deux personnalités que tout sépare, dont les parcours sont aux antipodes l'un de l'autre, et dont il ne faut pas douter que les objectifs le sont tout autant pour l'un comme pour l'autre. Aujourd'hui, un article de Vincent Gézer, spécialiste du monde arabe, que nous sommes allés chercher sur sa page Facebook et que nous vous recommandons de lire. Son titre, « La peur du barbu comme programme politique ». Ça ne vous rappelle rien? Islamiser l'électorat marzoukiste. Ensuite, Presse Afrique. Présidentielle en Tunisie, duel Sebsi-Marzouki au second tour. Huffington Post Maghreb, Tunisie, élection présidentielle, Marzouki, Caïd Sebsi, deux candidats que tout divise.
Avant de recevoir mes invités, Lila Haddad, journaliste accrédité auprès de l'Union européenne, Sofiane Gilali, président du parti algérien Jil Jadid, et Mounir Beltaïfa, représentant et membre fondateur d'une organisation patronale tunisienne en France, que je remercie tous quatre d'avoir accepté notre invitation, je vous propose de regarder deux vidéos. L'une de M. Beji Qaïd Sebsi, dans une émission de Bourdin, direct, sur RMC, et l'autre de M. Mansour Marzouki, dans un discours devant l'Union européenne, dont nous avons choisi quelques extraits. La première vidéo, s'il vous plaît. Vous sortirez en tête de ce premier tour. Il y aura un second tour. Oui, sûrement, oui. Alors, vous appelez qui à vous rejoindre? Comment ça va se passer, ce second tour? D'abord, il faut savoir que ceux qui ont voté pour M. Marzouki, c'est les islamistes. Ce sont que eux qui se sont arrangés pour être avec lui, c'est-à-dire les cadres de Nahda, c'est-à-dire le parti qu'on appelle, qui est encore plus extrémiste que cela. Nous avons aussi avec lui les salafistes djihadistes, et nous avons avec lui les ligues de défense de la révolution, qui sont tous des partis violents. Voilà, c'est-à-dire que vous lancez un appel, si j'ai bien compris. Le second tour pour vous sera je suis le rempart au retour ou à la mainmise des islamistes sur la Tunisie. Oui, mais je ne vais pas faire d'appel parce que c'est tout à fait normal que tout le monde va s'aligner sur cette ligne-là. Certainement, si nous n'avons pas eu 51%, c'est qu'il y a eu une certaine partie qui sont au fond de notre obédience, qui ne sont pas venus aux élections, ne se sont pas mobilisés. Mais je pense maintenant que tout le monde va se mobiliser. Malheureusement, il va y avoir une coupure en deux. Les islamistes d'un côté et puis tous les démocrates et les non-islamistes. Pour vous, M. Marzouki est à la solde des islamistes? C'est ce que vous dites? Mais bien entendu, lui, il a été le président qui a été désigné par Nahda dans la Troïka. Avant de passer à la deuxième vidéo, je rappelle ce qu'il a dit en substance. Ceux qui ont voté pour Marzouki sont des islamistes, les extrémistes, les salafistes djihadistes et les partis violents. Bon, deuxième vidéo, s'il vous plaît, de celle de M. Marzouki. Les révolutions arabes, inscrites dans une sorte de fatalité de l'histoire, ont donc fini par arriver. La question fondamentale et légitime qui se pose à vous, comme à tous les Européens, est simple. Ces révolutions sont-elles pour nous un bien ou un mal, une chance ou un danger? Pour comprendre les événements, les peuples, les êtres humains, voire les animaux ou même les choses, il faut une dose minimale d'empathie. Sans elle, ce que nous voyons se ferme au regard et se dérobe à l'entendement. Je ne demande pas simplement votre attention, mais aussi votre empathie, messieurs, dames, sans laquelle il n'y a aucune chance pour que nous puissions communiquer et nous rencontrer. Oui, les révolutions arabes peuvent poser à l'Europe de sérieux problèmes. On voit déjà se profiler les principaux. Il y a le risque de les voir dégénérer en désordre, en guerre civile, voire en guerre régionale, comme c'est déjà le cas en Syrie, avec tout l'impact que cela peut avoir sur la sécurité de l'Europe. Le deuxième risque, nous l'avons vécu au lendemain de la chute de la dictature en Tunisie. Nos jeunes, profitant de l'effondrement de l'appareil sécuritaire et connaissant mal les difficultés économiques de l'Europe, se sont précipités sur les bateaux pour prendre d'assaut vos côtes dans l'espoir d'une vie immédiatement meilleure. Il y a enfin la troisième menace, l'extrémisme islamiste armé, que nous appelons le salafisme djihadiste, qui pourrait retrouver une nouvelle vigueur à l'occasion de la poussée de fièvre que connaît cette région du monde. Mesdames et messieurs, le verre est aussi à moitié plein. Non, il n'y a rien à craindre des révolutions arabes, car ce ne sont pas des révolutions nationalistes ou xénophobes. Lors de leur déclenchement, on n'a pas entendu les habituels slogans anti-occidentaux ou anti-israéliens. Et pour cause, la liberté n'est plus arrachée à l'occupant étranger, mais à une dictature corrompue et brutale qui a fini par se constituer en véritable occupation interne. Les dernières manifestations violentes de salafistes djihadistes contre les ambassades occidentales lors de cette lamentable histoire de la vidéo islamophobe n'ont réuni que quelques centaines d'individus sous le regard inquiet et désapprobateur de l'écrasante majorité.
Non, il n'y a vraiment rien à craindre des révolutions arabes, car ces révolutions sont d'abord et avant tout des révolutions sociales, se battant pour les mêmes droits socio-économiques qui ont été à l'origine de vos propres évolutions ou révolutions. Non, il n'y a rien à craindre des révolutions arabes, car ce sont des révolutions démocratiques. Certes, les partis islamistes ont remporté des victoires électorales indéniables en Tunisie, Libye, Égypte. Mais n'est-ce pas la démocratie qui a amené une faction importante de l'islamisme dans son camp? N'est-ce pas elle qui leur a imposé ses règles, son éthique et en arrière-plan sa vision du monde? Non, ce n'est pas l'islamisme qui a triomphé dans le sillage du printemps arabe, qu'il pervertirait ou récupérerait, comme le craignent certains. Ce ne sont pas les démocrates qui se sont convertis à cette idéologie politique appelée l'islamisme, mais ce sont bel et bien les tenants de cette doctrine, du moins la fraction modérée, largement majoritaire dans le spectre islamiste tunisien, qui se sont convertis à la démocratie. Sont-ils sincères ou manœuvrent-ils? Qui le dira mieux que le temps? Ils devront apprendre le jeu et le jouer selon les règles de la démocratie, sinon ils auront à réinstaller une dictature religieuse que les Arabes liquideront, comme ils ont liquidé celle à visage dit nationaliste ou dit socialiste. Mesdames et messieurs, au-delà de cet aspect strictement économique, il y a dans les relations entre nos deux mondes quelque chose de plus profond. Les astronomes identifient les galaxies et des groupements de galaxies. Nous pouvons identifier de la même façon des cultures et des groupes de cultures. Quelqu'un a dit à juste titre que l'Orient commençait quelque part à l'est de l'Iran. Maghreb signifie en arabe Occident. Et dans un certain sens, nous sommes des Sud-Occidentaux, partageant avec les Nord-Occidentaux que vous êtes le même héritage grec, judéo-chrétien et musulman, une histoire douloureuse partagée, des croisades à la colonisation. Tout cela a tissé des relations complexes mais puissantes entre nos deux communautés. On sait ce que l'Occident naissant doit à la culture arabo-musulmane. On sait aussi que la modernité de la culture arabo-musulmane est en grande partie l'appropriation de ce que l'Europe a créé de mieux dans le domaine des arts, de la culture, des sciences et de la politique. J'aimerais rappeler aussi que les échanges humains ne sont enrichissants pour les uns et pour les autres, surtout s'ils se veulent pérennes, que dans l'égalité. Les 300 millions d'Arabes ont promu plusieurs langues européennes qui font aujourd'hui partie intégrante de leur culture. Laissez-moi ici exprimer le vœu que l'Europe saura donner à la langue et à la culture arabe une place injustement refusée dans le cadre des relations inégales qui seront de moins en moins acceptées par nos nouvelles générations. Assalamu alaikum. Que la paix soit sur vous. Meine Damen und Herren. Sofiane Gilali. Bonjour Sofiane Gilali, salam alaikum. Bonjour, salam Azoul. Bonjour. Alors vous qui avez été candidat aux élections présidentielles algériennes et qui avez été le premier à vous en retirer alors que vous aviez rempli toutes les conditions d'éligibilité. Que pensez-vous de ces élections tunisiennes ? Ben écoutez, il faut féliciter les Tunisiens. Ils ont fait un pas immense vers la construction d'un vrai état de droit et vers la démocratie. Bien sûr, on peut s'arrêter sur tel ou tel discours, sur telle ou telle démarche des uns et des autres. Il y a aussi une dimension politicienne, ce qui est absolument normal. Chacun veut amoindrir son adversaire, veut présenter son programme sous le meilleur jour possible, gagner des voix. Parfois, on peut penser aussi qu'il y a quelques excès, des excès de langage, des excès de position, mais
Il faut reconnaître que la Tunisie maintenant est en train de grandir, que la démocratie ce n'est pas toujours très aisé, qu'il faut un minimum d'expérience. Et sur cette voie-là, je crois que les Tunisiens n'ont besoin de leçons de personne. Au contraire, il faut reconnaître la victoire qu'ils sont en train de dessiner, et ils sont en train de montrer la voie à tous les autres peuples arabes qui sont si frileux devant la démocratie, les contradictions de débat, et je crois que c'est quelque chose de très positif. Ne pensez-vous pas que Khaït Sebsi, en disant ce qu'il a dit, que ceux qui ont voté pour Marzouki sont des salafistes, des extrémistes, des djihadistes, des partis violents, etc. Si jamais il est élu, si jamais c'est lui qui sort, il va donc être le président d'une moitié de la population, et l'autre moitié, c'est des terroristes, quoi. Vous ne pensez pas que ça a été très maladroit de sa part? Probablement, on peut juger comme maladroit certains propos, mais je pense que s'il devait être lui le président des Tunisiens, il reviendra très vite à de meilleurs sentiments. S'il devait perdre face à M. Marzouki, il reconnaîtra, je pense, aussi d'avoir perdu. Ça rentre aussi un peu dans les joutes électorales. Il faut l'admettre, l'accepter comme ça, parce que c'est une démocratie naissante, un débat contradictoire. Bien sûr, on aurait peut-être préféré un langage plus arrondi, plus poli, mais le fait est là. L'essentiel est que il y a un arbitre qui s'appelle le peuple tunisien. Il y a également des institutions qui peuvent gérer les élections. Ils l'ont démontré de façon magistrale. C'est cette commission indépendante. On aurait tellement aimé la voir en Algérie. D'ailleurs, c'est ce que nous réclamons en tant qu'opposition. Installer une commission indépendante de façon à ce que le choix des électeurs soit incontestable, incontesté, et qu'à ce moment-là, ceux qu'auront choisi les peuples, qu'ils soient tunisiens ou peut-être demain algériens, que ce soit considéré comme tel, que c'est la souveraineté du peuple. Et bien sûr, il n'y a pas de démocratie parfaite. Ce que disait Churchill, que la démocratie était le pire des systèmes, mais il n'y en avait pas de meilleur. Donc il faut accepter les défauts aussi de la démocratie. Restez avec nous. C'est un grand pas en avant, il nous ouvre un sentier. Oui. L'Algérie doit regarder très attentivement ce qui se passe, et en tout cas, on félicite les Tunisiens, ils ont déjà fait un immense pas. On ne peut que espérer qu'ils vont aboutir, parce que ce n'est jamais fait. La démocratie doit être renouvelée constamment, il ne faut jamais s'oublier, il ne faut pas qu'il y ait un retour aux anciens réflexes, il ne faut pas qu'il y ait un retour à la fermeture, à l'autoritarisme et à des réflexes de l'ancien régime unique. Mais je pense que les Tunisiens ont maintenant dépassé ce stade-là. En tout cas, on les encourage et on attend d'eux aussi qu'ils nous aident indirectement, en fait, par l'exemple qu'ils donnent. Merci. Restez avec nous. Lila Haddad. Lila Haddad. Oui, je suis là. Merci. On voulait vous passer en premier par galanterie, bien sûr, mais comme votre photo, pour tout vous dire, nous, on ne cache rien aux téléspectateurs, votre photo est en cours de préparation pour l'afficher. Donc, ils m'ont dit, laissez-la, mais bon, c'est pas grave. Lila, vous qui êtes maintenant connu de nos téléspectateurs comme étant un journaliste accrédité auprès de l'Union européenne, et vous connaissez bien les coulisses de l'Europe, entre guillemets. Est-il vrai que M. Marzouki jouit d'une vraie considération au sein des institutions européennes? L'avez-vous vous-même constaté? Ce que je pourrais... Laissez-moi quand même réagir à chaud par rapport à ce que je viens d'écouter, c'est-à-dire les quelques réponses, quelques bribes de l'interview de M. Khaït Sebsi. Oui, je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Oui. Moi, ce que j'ai envie de dire, mais franchement, je trouve que M. Khaït Sebsi n'est pas à la hauteur d'un homme d'État. Je trouve que ses propos sont irresponsables. Je pense que il se dit le rempart contre le salafisme et l'islamisme extrémiste. Moi, à mon sens, il est le rempart d'une seule chose, c'est de la démocratie.
Et je reprends un petit peu ce qu'avait dit M. Marzouki récemment à ceux qui l'accusent d'avoir les voix des salafistes extrémistes. Moi, je rappelle tout simplement, et corrigez-moi si j'ai faux, à ma connaissance, les salafistes ne reconnaissent pas la démocratie, ne votent pas, et donc M. Marzouki n'a pas besoin de leur voix pour éventuellement gonfler son score. Maintenant, pour M. Al-Marzouki, oui, il a bonne presse au niveau des institutions de l'Union européenne et des pays et de tous les pays membres de l'Union européenne. Il est clair que pour eux, il a le profil de l'intellectuel, du démocrate, du laïc, et ce sont donc la laïcité et la démocratie des principes et des valeurs ou qui font partie des principes et des valeurs de l'Union européenne. Oui, il a bonne presse. Maintenant, j'aurais voulu, si vous me le permettez, rappeler un petit peu, et c'est très important, Monsieur Benchenouf, les relations qui lient la Tunisie avec l'Union européenne en tant qu'institution et globalement tous les pays de l'Union européenne, pour que vos téléspectateurs comprennent combien la Tunisie est importante pour l'Union européenne et combien l'Union européenne est importante pour la Tunisie. C'est vrai que la Tunisie, comme les autres pays du Maghreb central, donc Algérie, Maroc et la Tunisie elle-même, ont des relations, je parle que de la partie économique, parce que la Tunisie, il n'y a pas de gaz et de pétrole qui coulent à flot dans ce petit pays. Et donc, les relations économiques entre la Tunisie et le Maghreb central et l'Union européenne sont des relations très anciennes pour des raisons que tout le monde sait, des raisons historiques, mais aussi géographiques. Maintenant, je pense que les relations entre l'Union européenne et la Tunisie, en plus d'être anciennes, elles sont aussi plus ancrées. Ce sont des relations décomplexées, ce sont des relations dépassionnées, ce sont des relations rationnelles. En fait, le génie de la Tunisie a été celui d'un pays qui a su exploiter son pétrole bleu, ce que moi j'ai appelé bêtement le pétrole bleu, c'est-à-dire le tourisme. On a fait une industrie. Le seul bémol, Monsieur Benchenouf, c'est que sous la dictature de Ben Ali, les revenus de ce secteur, qui est donc le tourisme, n'étaient pas distribués de façon juste. C'était les Ben Ali, les Trabelsi, et à moindre mesure les Caïd Sepsi et consorts. Mais il n'y a pas que le tourisme, Lila, il n'y a pas que le tourisme en Tunisie, il y a la création de richesses tout azimut, les industries manufacturières, l'artisanat, l'agriculture. La Tunisie est un pays laborieux. Il n'y a pas que le tourisme. Ils ont eu la chance peut-être de ne pas avoir de ressources naturelles. Mais sinon, je voulais attirer votre attention sur une chose. Marzouki était un allié objectif de Nahda qui, rappelons-le, sont des islamistes modérés, non pas des salafistes djihadistes. Et pourtant, ils n'ont pas donné de consigne de vote pour lui à leurs militants. Et pourtant, il a eu ce score incroyable. Donc, en quelque sorte, il s'est un peu libéré de cette alliance. Maintenant, il pèse ce qu'il pèse de son propre poids. Quitte maintenant pour le deuxième tour, si Nahda donne une consigne de vote pour lui, il n'en demeurera pas moins qu'il aura pesé de tout son poids et de son poids seul pour le premier tour. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais écoutez, moi j'ai pas envie de donner le sentiment ici dans votre émission, que ce soit vous-même ou cette chaîne qui est Al Maharbiya où vous invitez, d'être d'emblée pro Monsieur Marzouki. Je ne le suis pas. J'essaie vraiment de prendre le recul nécessaire pour essayer un petit peu d'analyser. Et en ma position d'observateur ou d'observatrice ou même de journaliste, toute simple journaliste accréditée à l'Union européenne, puisque je suis à Bruxelles, moi j'ai envie que les gens comprennent pourquoi Monsieur Caïd Sepsi essaye de présenter M. Marzouki comme étant
comme étant celui qui porte les voix de l'islamisme, et ça ne marchera pas, à mon sens, parce que fort heureusement, Monsieur Marzouki, je veux dire, il n'a jamais caché ses convictions politiques. Monsieur Marzouki est laïque, Monsieur Marzouki est démocrate, et donc pour revenir toujours à Monsieur Sapsi, et je suis peut-être que je ne sais pas si vous invitez avez écouté ces déclarations. Moi, je les découvre quand vous les avez passées, donc je les découvre au moment de cette émission et du début de cette émission, et je suis vraiment atterrée, je suis très choquée. Je suis très choquée. Mais en fait, Monsieur Kait Sepsi n'a rien à perdre. Est-ce que quand on a 90 ans, on a peur de perdre quelque chose? Oui, on n'a pas peur de perdre quoi que ce soit quand on a 90 ans. Et donc, on peut aller dans un abus de langage en nous adressant en langue française, une des langues importantes des pays de l'Union européenne. Sur qui, ces pays de l'Union européenne, sur qui la Tunisie compte aussi. Monsieur Marzouki compte et tout le peuple compte à ce que cette Union européenne continue à les soutenir et à leur présenter des aides et à injecter aussi même de l'argent frais dans des industries bien sûr qui seront à la fois dans des relations gagnant-gagnant. Absolument. Restez avec nous, Lila Haddad. Nous allons observer un court intermède, mais je voudrais juste dire une chose avant donc cet intermède. C'est que moi, je n'ai jamais caché que je ne suis pas un journaliste objectif. Moi, je ne suis pas un journaliste objectif. Moi, je suis un journaliste où je m'affirme, je prends position. Malheureusement, je sais que ce n'est pas très professionnel, mais je suis comme ça. Néanmoins, à ma décharge, je n'ai jamais empêché ou interrompu un quelconque invité d'exprimer son opinion propre. Merci. Nous vous retrouvons dans un petit instant. Salam alaikum Jadid. Rebonjour. Avec nous un citoyen tunisien, M. Mounir Baltaïfa, membre fondateur d'une organisation patronale tunisienne en France. C'est Mounir, marhaba bik, merci d'être avec nous. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Merci. Alors pour vous, j'aurais deux questions. Je vais commencer par la première. Imaginons que c'est M. Sepsi qui l'emporte. Imaginons. Est-ce qu'il ne concentrerait pas entre ses mains, ou du moins dans sa famille politique, au sein de sa famille politique, quasiment tous les pouvoirs? Ça veut dire
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Ah bah oui, bien entendu, c'est évident. Et Nidaton, c'est déjà majoritaire, avec une majorité relative au Parlement. Ils pourront gouverner s'ils forment une majorité absolue avec une coalition de plus de 50%. Et puis, si bien entendu ils sont à Carthage et qu'ils ont la présidence de la République, tout l'exécutif et le législatif est, je dirais, entre leurs mains. Donc, il y a certainement une situation de déséquilibre et un bug dans, je dirais, l'esprit de la Constitution tel qu'on voulait l'appliquer. Et ce ne serait pas une sorte de retour à une certaine case départ, avec tous les risques que cela pourrait laisser apparaître, de voir tous les pouvoirs concentrés entre les mains d'une seule personne, d'une seule famille politique, notamment lorsque la plupart d'entre eux appartiennent à l'ancien régime? Bah, écoutez, enfin moi je ne crois pas à un retour en arrière, hein, donc ça c'est clair. Même si effectivement dans le parti Nidaton, il y a une bonne représentation des acteurs de l'ancien régime et de ses supporters, je pense que la révolution est passée par là. Ils ont de nouvelles aspirations et ils ont compris que le Tunisien n'acceptait plus, je dirais, la dictature. Donc, quelque part, je pense que l'avenir sera différent. Il ne pourra pas être une réplication du passé. Mais je suis d'accord avec vous, les gens qui ont travaillé pendant 20-30 ans selon les procédures et les us et coutumes de l'ancien régime ne vont pas forcément pouvoir se renouveler, notamment en fin de carrière. Simounir Baltaeva. Il y aura certainement une reproduction, je dirais, des anciens schémas. Simounir Baltaeva, Montesquieu, dans son fameux Esprit des lois, traité politique, dit que quiconque dispose du pouvoir est censé en abuser. Le meilleur moyen de l'en empêcher est de le diviser, de le séparer, ce pouvoir. Mais enfin, maintenant à la deuxième question. Supposons que c'est M. Marzouki qui l'emporte. Or, il va vite constater qu'il a les mains liées, qu'il ne peut pas appliquer le programme qu'il veut, que le pouvoir législatif est entre les mains de ses rivaux politiques, et qu'en fin de compte, il va juste faire des corps. Et il ne va pas pouvoir faire grand-chose, puisque c'est Nidaton, c'est ses alliés qui vont légiférer. Est-ce qu'il a la possibilité, éventuellement, en cas de crise politique, de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections législatives? Bon, la réponse à votre question, c'est oui. La probabilité pour que ça se fasse reste quand même très faible. Si vous regardez les prérogatives du président de la République, dans la nouvelle Constitution, l'article 72 dit que le président de la République est le chef de l'État, symbole de son unité, il garantit son indépendance et sa continuité, et il veille au respect de la Constitution. Il est chargé de représenter l'État, notamment à l'international. Il est compétent pour définir les politiques générales dans les domaines de la défense et des relations étrangères, oui, et de la sécurité nationale relative à la protection de l'État et du territoire national des menaces intérieures et extérieures. Et pour cette dernière partie, il ne peut faire ça qu'après consultation du chef du gouvernement. C'est pas lui qui décide, c'est pas lui qui fait ce qu'il veut. Mais il est partie prenante pour tout ce qui concerne la sécurité et les relations à l'international. En Donc, fait, globalement, si vous voulez, oui, il ne peut pas appliquer son programme, puisque le programme, c'est le programme de la majorité au Parlement. Absolument. Nous avons un régime, je dirais, semi-parlementaire, semi-présidentiel. Donc, effectivement, sur les sujets qui concernent la sécurité et les relations extérieures, le président a son mot à dire. Par contre, sur le reste, la nouvelle démocratie tunisienne veut que ce soit la majorité au Parlement qui applique son programme. Donc, Nidaton. En fait, c'est assez curieux. Pour un même modèle politique, un même modèle, une même constitution, une même organisation, selon que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu, si Qaïd Sebsi est élu, nous allons avoir un régime présidentiel, puisque Qaïd Sebsi va avoir toutes les prérogatives et donc avoir l'Assemblée
de sa famille, avoir l'exécutif qu'il nomme, donc qui est sous ses ordres, et donc c'est un régime quasiment présidentiel. Et si c'est Marzouki qui est élu, c'est un régime quasiment parlementaire, puisqu'en dehors des missions qui lui sont dévolues par la Constitution, telles que les affaires étrangères, la défense, la protection du pays, il n'a pratiquement aucun autre rôle que de faire décor. Mais restez avec nous, Mounir Baltaïfa. Sofiane Choueter, juriste en justice transitionnelle de Montréal, merci de nous avoir rejoints. Je vous remercie, Jamaldine, de m'avoir invité. Merci. Alors, question très simple. Finalement, après avoir tout fait pour faire capoter la révolution de Jasmin, les anciens du régime, finalement, ils ont opté pour la voie la plus sage. C'est de revenir au pouvoir, mais par la voie des urnes, par la voie du scrutin. Et en fait, c'est un bien pour un mal. Mais est-ce que la Tunisie peut entrer dans une dynamique vérité et justice? Écoutez, au début, il y a une observation, c'est-à-dire que toutes les sociétés en période de transition, l'une des préoccupations principales, c'est comment faire avec les anciens du régime. Donc, il y a plusieurs approches de mettre en place des mécanismes de recherche de vérité, comme les commissions de vérité, pour établir des vérités et déterminer les responsabilités, non seulement les responsabilités juridiques individuelles des personnes, mais aussi les responsabilités politiques de certains individus et certaines organisations, mais aussi d'autres approches comme les procès contre les auteurs de ces violations des droits humains et mettre en place des programmes de réforme institutionnelle. Et dans le programme de réforme institutionnelle, il fallait mettre ce qu'on appelle des programmes d'assainissement, c'est-à-dire exclure les personnes qui ont eu des responsabilités, non seulement dans des violations des droits humains, mais aussi dans des responsabilités politiques, dans l'ancien régime, ou les gens qui ont bénéficié aussi bénéficier des privilèges et de l'ancien régime. Pour le cas de la Tunisie, malheureusement, il y avait des tentatives au début, surtout pratiquement en avril 2012, il y avait un projet de loi qui a été déposé par le Congrès pour la République qui était présidé par Mansour Marzouki. C'était un projet de loi sur l'immunisation de la révolution, c'est-à-dire qui consiste à exclure pour une période de 10 ans des gens qui ont eu des responsabilités très importantes pendant non seulement pendant la période du régime de Ben Ali, mais aussi à l'époque de Bourguiba. Il ne faut pas oublier que le temps de Bourguiba ou l'ère de Bourguiba, c'était aussi la dictature. Et il y avait beaucoup aussi de violations graves des droits humains contre tous les opposants, surtout de gauche. Mais malheureusement, ces tentatives, ils ont été échouées. Ils ont été abandonnées suite à des crises politiques qui a connu la Tunisie suite à des assassinats politiques de certains leaders de l'opposition. Et dans les cadres de négociations qui a eu lieu entre la Troïka et surtout avec le parti Nida Tounes, ils ont pratiquement abandonné ce projet de loi qui est légitime pendant la période la première période de reconstruction ou de construction d'une démocratie, parce que une société qui en construction de la démocratie elle a besoin des instruments pour se protéger. Et on ne peut pas construire une démocratie avec des agents ou des personnes qui étaient contre les ennemis de la démocratie, qui ont violé, qui ont bafoué la dignité des Tunisiens pendant des années et des années. Donc, malheureusement, on voit le retour de certains importants des noms de l'ancien régime. Mais peut-être que les Tunisiens ont préféré opter pour cette démarche d'oubli, de pardon, de réconciliation, même si ça ne se fait pas d'une façon légale, avec une vraie amnistie. Peut-être qu'ils ont dit il faut tracer la route, ne nous arrêtons pas sur le passé, il faut aller de l'avant. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est mieux? Non, je ne pense pas, parce qu'au contraire, les organisations qui représentent les victimes de la répression, au contraire, ont protesté de cette une politique faible en matière de justice transitionnelle en Tunisie.
Vous avez parlé de l'exemple de Khaït Sebsi. Lui, il n'a jamais fait, par exemple, un pardon ou un excuse public de sa responsabilité politique, surtout pendant la période de Bourguiba. Il faut pas oublier qu'il était ministre de l'Intérieur à l'époque de Bourguiba. Donc, il y avait la responsabilité des arrestations, de répression, etc. Juste pour rappeler l'expérience en Europe de l'Est post-communiste, les pays de l'Est, ils nous ont mis en place dès le début des programmes pour exclure les anciens du régime pendant une période provisoire, le temps de renforcer les institutions démocratiques, de construire la démocratie sans danger. Ils sont partis. Contrairement à la Russie, après la fin de l'Union soviétique et l'arrivée de Boris Yeltsin, il n'y avait pas ce genre de programme, et ça a profité à des anciens, par exemple, de la police politique, le KGB, que Poutine, ancien colonel de KGB, il est arrivé par des voies des urnes, démocratiquement, et maintenant on voit comment la démocratie, comment elle est en train de se fonctionner en Russie. Pratiquement toutes les libertés sont bafouées, interdites, etc. Et ils prennent le pouvoir de décennies maintenant. Ils lâchent pas. Voilà, donc le risque existe. Oui. Le retour, d'ailleurs, la vidéo que tu as présentée sur sa position, c'est les anciens réflexes. C'est ça le problème. Le problème, c'est non pas seulement des personnes, mais ils ont l'ancien réflexe. Une personne à 90 ans, je ne pense pas qu'il va redevenir démocrate. Tu vois. Moi, je me rappelle quand j'ai fait des missions en Tunisie pour le compte d'Amnesty International, où j'ai rencontré Mansour Marzouki plusieurs reprises et d'autres militants comme Serhem Zedrine et d'autres personnes. À cette époque, malheureusement, Khaït Sebsi n'a jamais pris des positions contre les violations de la dignité des Tunisiens. Il était silencieux, il profitait des privilèges qu'il a eus. Et juste pour conclure, Jamaldine, un peuple qui n'apprend pas de son histoire, il est condamné à le répéter. Et tant que en Tunisie, malheureusement, dès le début, ils n'ont pas mis un mécanisme de recherche de vérité, c'est-à-dire une commission de vérité pour établir les faits et d'établir les responsabilités, non seulement juridiques, mais les responsabilités politiques, le peuple peut oublier et répéter les mêmes erreurs de l'histoire. Merci, Sofiane Choueter. Merci. Nous allons faire un tour de table pour nos autres invités. Nous allons commencer par Mounir Beltaïfa, qui est tunisien, qui connaît bien son pays. Mounir Beltaïfa, quels sont vos pronostics pour le deuxième tour? Écoutez, c'est relativement compliqué. On était relativement confiants dans l'aisance avec laquelle Khaït Sebsi pouvait gagner le deuxième tour et même le premier tour. Vu la tournure que le débat prend, la campagne électorale est devenue effectivement une campagne qui dresse les islamistes contre les anti-islamistes, et je crains que cette bataille n'inverse un petit peu les proportions, parce que comme vous le savez, il y a eu une abstention importante. Oui. Et vous savez que Khaït Sebsi est en tête avec 1,2 million de voix. Oui. Là où nous avons 8 millions de personnes en âge de voter. Oui. Donc c'est relativement peu représentatif. Donc, si effectivement il y a plus de monde dans les 2 ou 3 semaines qui viennent qui prennent peur de ce retour, je dirais, du vieux démon, et qui vont voter, Marzouki a des chances de rester président de la République pour 5 ans. Ça veut dire que finalement, Monsieur Khaït Sebsi a voulu faire peur aux Tunisiens pour les inciter à voter pour lui, et il se pourrait qu'il obtienne l'effet inverse. C'est ce que vous voulez nous dire? Ah, ça c'est clair. D'accord. Oui, c'est exactement ça. Vous savez que ce qu'on attend d'un président de la République, contrairement à un président d'une majorité, c'est que le président de la République, il est président de tous les Tunisiens. Absolument. Donc il faudrait aussi que les islamistes se reconnaissent en lui et se sentent sous sa protection. Or, aujourd'hui, le discours que Khaït Sebsi tient n'a rien de rassurant, ni pour les gens du CPR, qui est un petit parti du président actuel, ni pour tous ceux qui l'ont soutenu, à savoir les islamistes, et même modérés. Vous savez que Nahda,
n'avait pas de candidat au présidentiel et a choisi officiellement de ne soutenir personne. Absolument. Ce qu'il y a, c'est que en l'absence d'une recommandation claire de la direction de Narva, les islamistes, ils ont voté en fonction de la confiance qu'ils pouvaient avoir en l'un ou en l'autre des candidats. Exact. Et objectivement, les islamistes n'ont pas confiance en Beji Caïd Sebsi, ce qui est un véritable problème. Non, mais maintenant, Mounir Beltaïfa. Redresser le pays sans faire une forme d'union. Mounir Beltaïfa. Et maintenant, d'après vous, est-ce que Nada va lancer une consigne de vote en faveur de Marzouki? Non, sincèrement, je ne pense pas. D'abord, Marzouki n'est pas un candidat de Nahda, donc il n'y a pas de raison pour que Nahda soit plus royaliste que le roi. Nahda a choisi de rester en dehors de cette bataille pour les présidentielles. Elle n'a pas de candidat elle-même. Elle a joué le jeu de la démocratie. Elle a dit à ses militants, votez pour celui qui vous inspire le plus, celui dont le programme vous séduit le plus. Et voilà. Donc, je ne pense pas que Nahda va soutenir ouvertement Beji Caïd Sebsi, à moins que Beji Caïd Sebsi lui fasse une proposition, je dirais, de coalition avant les élections. Auquel cas, effectivement, si Nahda est sûre de faire partie de la prochaine majorité, elle peut, dans l'intérêt de l'unité nationale, demander à son électorat de voter pour Beji Caïd Sebsi. Et ce qui serait une forme d'ouverture de la part de Niber. Et ce qui serait aussi une grosse surprise pour beaucoup de progressistes qui attendent de l'islamisme tunisien qu'il se rapproche plus du progressiste qui est Marzouki que du vieux conservateur qui est M. Beji. Mais la politique est la politique. Vous avez raison. Ouais. Mais Marzouki, vous savez, il peut gagner les élections présidentielles s'il est soutenu par Nahda. Mais nous ne sommes pas dans une bataille pour faire gagner Marzouki. Nous sommes dans une bataille pour faire gagner la Tunisie et pour faire avancer la Tunisie. Merci. Faire avancer la Tunisie se fait avec Nida Tunis aujourd'hui. Merci, Mounir Beltaïfa, en espérant vous revoir bientôt. Soufiane Djilali, alors j'imagine que vous vivez cette situation d'une manière un peu particulière parce que vous aussi, vous avez été en compétition, vous, un jeune candidat au présidentiel, avec en face un vieux routier, un homme, je ne veux pas être méchant, très très âgé, très malade, et vous vous êtes retiré parce que les jeux étaient faits. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce duel Marzouki qui représente la jeunesse, le progressisme, l'avenir, et Caïd Sebsi qui représente le passé, j'allais dire l'âge, pour ne pas être méchant? Sincèrement, je pense que les deux candidats représentent un peu l'ambiguïté dans laquelle se trouvent les Tunisiens. Un retour au passé avec un sentiment peut-être de stabilité, bien que le passé ne doit pas rappeler que de bons souvenirs. L'ancien régime n'était pas très facile pour les Tunisiens et je me rappelle il y a quelques petites années seulement, lorsqu'on avait la possibilité, le loisir et le plaisir de se retrouver en Tunisie, on voyait combien les Tunisiens avaient peur du système policier. Ils ne pouvaient ni parler, ni se prononcer sur telle ou telle situation politique. Mais les peuples ont malheureusement très souvent la mémoire courte et peut-être qu'ils ont voulu se réfugier ayant un peu peur d'une évolution un peu trop rapide. Mais ce candidat-là représente un peu le passé. Il n'a pas que des avantages, il a aussi des inconvénients, parmi lesquels, bien sûr, son âge très avancé. Et je pense que beaucoup de Tunisiens vont réfléchir à deux fois et ils ne voudront peut-être pas se retrouver dans la situation caricaturale dans laquelle se trouve l'Algérie. Quant à M. Marzouki, peut-être que par la politique qu'il a menée les 3 dernières années, un peu de conciliation avec le courant islamiste, a peut-être prêté un peu le flanc. Mais il faut dire que ça, c'est les contradictions de la situation. Un pays qui a été pendant trop longtemps bâillonné se retrouve face à la liberté et la liberté n'est pas toujours très facile à gérer. Ce qu'on a vu, on a vécu dans les années 90, l'Algérie aussi était sortie du parti unique pour se jeter dans les bras peut-être trop rapidement d'un mouvement qui ne contrôlait pas vraiment tout ce qui se passait et qui n'arrivait pas à proposer un programme rassurant. Donc voilà, les Tunisiens sont devant leur dilemme. Mais vraiment, globalement, je n'ai pas, moi, personnellement, à prendre position, je n'ai pas à faire mon choix. Mais un pronostic. C'est aux Tunisiens de le faire et je respecterai
ce peuple pour avoir quand même réussi à arrimer la Tunisie à un mouvement démocratique profond, que ce soit Qaïd Essebsi ou Monsef Marzouki, qu'il y ait un régime présidentiel, comme vous le disiez tout à l'heure, ou un peu type cohabitation où le régime sera plus parlementaire. Je pense que mon cœur, à moi, pencherait plutôt pour un alliage, pour éviter de donner tout le pouvoir à un seul homme qui, à travers son parti et ses parlementaires, pourrait être tenté de revenir vers une Tunisie fermée. Et il trouvera beaucoup d'aide de la part de son voisin de l'Ouest, tant que nous-mêmes, on ne se retrouve pas en situation démocratique. Mais quelle que soit la situation, je pense que les Tunisiens ont fait un bon bout de chemin. Et maintenant, il faut les consolider avec une victoire de la démocratie en Algérie. C'est pour ça qu'on aimerait que très vite, les spécialistes de l'escroquerie politique, du vol des voix, de l'amalgame entre le terrorisme et l'opposition, que ce régime-là s'en aille très vite, que M. Bouteflika aille s'occuper de sa santé et qu'il laisse l'Algérie s'ouvrir vers l'avenir. Les Algériens et les Tunisiens trouveront beaucoup de terrain d'entente et on pourra commencer à construire le vrai Maghreb. Je pense que les Tunisiens attendent beaucoup de l'Algérie, mais l'Algérie aussi a besoin de la Tunisie. Encore faut-il qu'on se débarrasse de cette classe politique qui a pris le pays en otage et qui n'arrête pas de dilapider et les biens et l'avenir de l'Algérie. Merci Soufiane Djellali, en espérant vous revoir bientôt. Lila Haddad, et là je ne m'adresse pas seulement à la journaliste, mais à la maghrébine aussi. D'abord, votre pronostic, et ensuite, que pensez-vous qui va se passer dans les jours qui suivent? Mon pronostic est que je sais une chose, c'est que la dictature ne peut pas enfanter de la démocratie. Mon pronostic, c'est que aujourd'hui, ce n'est pas islamisme versus laïcité, mais c'est dictature versus démocratie. Ce que j'ai envie de dire, je pense qu'on se rejoint aujourd'hui tous autour de votre émission, c'est que la Tunisie est déjà rentrée dans la cour des grands. Elle a prouvé aux Tunisiens, aux Maghrébins, au monde arabe et au monde entier que c'est un pays grand, que c'est un pays de citoyens éveillés et qui ont montré donc au monde entier qu'ils sont habilités à transformer ce petit pays en une grande démocratie. Le gagnant, j'espère que ce sera la démocratie. Comme l'ont dit vos autres invités, je pense que si ça sera Monsieur Qaïd Essebsi, ça sera très très difficile pour lui d'être partout, d'être au législatif, à l'exécutif, parce que les Tunisiens n'en peuvent plus de la dictature et ils vont le savoir. Et à mon avis, ils vont revenir aux urnes. Je ne vois pas les Tunisiens tels qu'on les connaît, intelligents, aimant la liberté. Je ne pense pas qu'ils vont sombrer dans une guerre civile genre Algérie ou presque ou Syrie ou un petit peu ce qui se passe en ce moment en Égypte. À mon avis, s'il le faut, ils retourneront aux urnes. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit Monsieur Marzouki ou Monsieur X ou Monsieur Y, ce qui est clair aujourd'hui, c'est que c'est la démocratie qui va régner en Tunisie. Merci beaucoup Lila Haddad, merci à mes autres invités, en espérant tous les revoir. Je dis bon vent à la Tunisie, Tahiyat Tunis, Qawala Khair, merci et à demain.